Les oiseaux, c'est exactement comme le reste de la biodiversité, hein. Vous en avez beaucoup plus dans les forêts tropicales que dans les forêts d'ici. Et vous en avez beaucoup plus ici que dans les forêts de Laponie. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Francis Allais. Merci d'être avec nous. Pas de problème. Merci de m'avoir invité, Martine. Bon, moi, je suis Francis Allais, je suis montpelliérain, donc ça tombe bien. Et je suis botaniste. Et j'ai une botanique un peu spéciale puisque je suis tout le temps dans les forêts tropicales. C'est ça ma botanique. Du coup, l'idée m'est venue de comparer les forêts que nous avons ici avec celles des tropiques où je travaille. Je constate qu'il va falloir commencer par se débarrasser d'un très grand nombre d'idées reçues. Les gens sont persuadés, les gens ici en Europe sont persuadés que les forêts tropicales, c'est extrêmement haut. Les arbres sont censés être beaucoup plus hauts. On voit souvent les forêts tropicales comme un peu superlatives. Alors, c'est vrai qu'elles sont hautes, mais ne perdons pas de vue que les plus grands arbres du monde ne sont pas du tout dans les tropiques. Les plus grands arbres du monde, je vous le rappelle, c'est les séquoias en Californie, donc un climat qui est à peu près méditerranéen, pas très différent du nôtre. Et puis les eucalyptus du sud australien, alors ça c'est vraiment les plus grands arbres du monde, c'était 130 mètres, mais là aussi c'est pas du tout tropical, c'est à peu près méditerranéen comme ici. On pense aussi souvent que les forêts tropicales sont beaucoup plus lourdes que les nôtres, elles sont censées avoir beaucoup plus de bois. Eh bien, la réalité est différente. J'ai participé à des tentatives pour peser les forêts dans les tropiques et on peut dire que 500 tonnes à l'hectare, c'est un chiffre honnête, moyen. Eh bien, ici en Europe, les forêts, elles atteignent 1000 et même 2000 tonnes à l'hectare. Donc, elles sont plus lourdes que les forêts tropicales. La raison apparaîtra un petit peu plus loin dans mon exposé. On pense aussi que les arbres tropicaux poussent plus vite que les nôtres. Alors ça, c'est pas entièrement faux parce que on a des arbres qui poussent, dans les tropiques, on a des arbres qui poussent à une allure incroyable. Quand j'habitais la Côte d'Ivoire, j'ai mis en face de ma maison une graine de guapuruvu, le schizolobe amazonien, et au bout d'un an, l'arbre avait 9 mètres. Au bout de 2 ans, il avait 18 mètres. Et au bout de 3 ans, 23 mètres. Et donc, c'est des rapidités de croissance dont on n'a pas du tout l'habitude ici. Seulement, ce guapuruvu, c'est ce qu'on appelle un arbre pionnier, c'est-à-dire que c'est des arbres dont la spécialité, c'est de pousser très vite. Donc, c'est un cas particulier. Si vous prenez un arbre quelconque d'une canopée tropicale, eh bien, ça pousse à peu près à la même vitesse que nos chênes, pas plus. Bon, mais alors, qu'est-ce qui différencie les forêts tropicales des forêts tempérées? C'est curieux parce que la différence, nous la connaissons depuis peu de temps. C'est le nombre des espèces, la variabilité génétique et l'intensité des relations entre les espèces, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diversité biologique ou biodiversité. C'est ça qui fait la vraie différence entre nos forêts et celles des tropiques. Pour vous donner une idée, sur un arbre d'Amazonie, 57 espèces de fourmis, c'est-à-dire plus d'espèces de fourmis que dans toutes les îles britanniques. Un hectare en Amazonie, on a compté 2750 plantes ligneuses, c'est-à-dire plus que tous les États-Unis ou toute l'Europe, sur un hectare. Donc, c'est, vous voyez, des chiffres extrêmement importants en matière de diversité biologique. Bon, quelques mots sur les forêts tempérées, les forêts qu'on a ici pour commencer.
vous avez compris qu'il y a un nombre réduit d'espèces par rapport aux tropiques, et par conséquent, puisqu'il faut faire une forêt avec peu d'espèces d'arbres, eh bien, il faut que les arbres soient représentés par de très nombreux individus. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est en Europe, on parle de forêt de pins, de forêt de chênes, de forêt de hêtres, de forêt d'arbousiers, même dans la région ici. Et donc, on arrive à dégager une espèce qui représente, pas la quasi-totalité, mais la très grande majorité des arbres d'une forêt. Ça, il faut l'oublier, dans les tropiques, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il se passe ici quelque chose d'assez intuitif, c'est que nous sommes environnés de plantes communes et les espèces rares sont peu fréquentes. C'est tout à fait intuitif. Une particularité de nos forêts d'ici, c'est qu'il y a peu de liens positifs entre les arbres et la faune. Prenez un pin, par exemple. Tout le monde sait qu'il est pollinisé par le vent et que ses graines sont emmenées par le vent. Par conséquent, voilà un arbre qui n'a pas besoin d'animaux. Pourrions-nous supprimer la faune? Ça ne gênerait absolument pas les pins. Par contre, il peut avoir des parasites, mais c'est des relations plutôt négatives avec la faune. Ce que je dis du pin, on peut le dire à peu de choses près, des érables, des frênes, des peupliers, etc. Tout ça, ce sont des arbres qui n'ont pas réellement besoin d'animaux. Le résultat, c'est que dans nos forêts tempérées, les contraintes sont physiques. Les contraintes de l'écologie sont des contraintes physiques. Les contraintes biologiques sont très très faibles. Le gel, la neige, les jours courts, les jours sombres et les jours froids comme on a maintenant, la sécheresse, la tempête, les feux, tout ça c'est des contraintes dans nos forêts, mais ça n'a rien de biologique. Tout ça, ce sont des contraintes physiques. Je pourrais y rajouter la gravité, aussi une contrainte physique. Un point important concernant ces contraintes physiques, c'est que s'y adapter, ça ne les diminue pas. Un cactus mexicain, il vit dans une région extrêmement sèche, ok, il s'adapte à la sécheresse, puisqu'il vit là, mais ça ne diminue pas la sécheresse. Un point important aussi, c'est que si les contraintes physiques augmentent, la biodiversité diminue. Plus les contraintes physiques sont fortes, plus la biodiversité sera faible. On en a un bon exemple avec l'Europe, justement. Il y a plus de biodiversité au Maroc qu'en Espagne. Il y en a plus en Espagne qu'en France. Et il y en a plus en France qu'en Grande-Bretagne. Tout simplement parce que les contraintes physiques augmentent entre le Maroc et l'Angleterre. Alors, les forêts tropicales maintenant, aucune contrainte physique, sauf peut-être la gravité, et encore, même la gravité, elle est plus faible qu'ici. Vous savez qu'on utilise ces zones tropicales ou équatoriales même pour le lancement des fusées, c'est pour cette raison-là. Aucune contrainte physique. Par contre, d'énormes interactions biologiques. Ça peut être des contraintes aussi, mais comme vous allez le voir, je crois que le terme d'interaction est plus adapté. Qu'est-ce qu'on constate? Compétition, prédation, parasitisme, symbiose, mimétisme, élevage. On a des animaux qui pratiquent l'élevage de pucerons, par exemple. Jardinage, on a des fourmis qui élèvent des plantes, etc., etc. Un bel exemple de ces interactions biologiques, c'est ce qu'on appelle maintenant la coévolution plantes-animaux. Je voudrais en dire un mot parce que ça reste un exemple tout à fait étonnant. Ça s'est passé dans la vie d'un chercheur, donc ce n'est pas sur un temps très long. Au départ, on a deux protagonistes, oui, si on peut dire deux adversaires. L'un est un papillon qui s'appelle Heliconius et l'autre est une plante qui est une passiflore. Passiflore, tout le monde les connaît. Ici, on en a beaucoup
introduit dans la nature. Donc, quand on a vu une fleur de passiflore, on ne l'oublie jamais. Bon, au départ, c'est très simple. L'héliconus pond des œufs sur la passiflore, il en sort des chenilles qui mangent les feuilles de passiflore. C'est de la prédation tout à fait simple. Mais les êtres vivants, ils changent avec le temps. La passiflore met en place un alcaloïde toxique. Et par conséquent, qui se trouve dans l'embarras à ce moment-là, c'est le papillon. Il va falloir que ces chenilles mangent autre chose pendant un certain temps. Mais le papillon change aussi. Et il apparaît un héliconus résistant dont les chenilles peuvent se nourrir de passiflore toxique. Donc pour elles, ça n'est plus toxique. Ça a un résultat très étonnant, c'est que de ces chenilles nourries de passiflore avec l'alcaloïde toxique, il sort des papillons toxiques. Et ça, c'est un énorme avantage parce que ça se passe en Amazonie où circulent sans arrêt des oiseaux très affamés et très avides de papillons. Bon, donc ça les met à l'abri de la prédation. Attendez, c'est plus compliqué que ça. Il ne suffit pas d'être toxique. Parce que si vous ne le faites pas savoir, vous vous faites manger. Et donc, ce n'est pas la peine. C'est la raison pour laquelle ces héliconus toxiques sont devenus des papillons qui sont parmi les plus beaux d'Amazonie. C'est des papillons absolument magnifiques, presque aussi beaux que les morphos. En tout cas, qui est dans l'embarras, c'est la passiflore. Elle a mis en place une défense chimique, et non seulement cette défense a été tournée, mais elle se change en un avantage pour son adversaire. Qu'est-ce qu'elle va faire, la passiflore? Elle diversifie ses formes de feuilles. Il faut savoir que parmi les genres de plantes à fleurs, le genre Passiflora est celui qui a le plus grand nombre de formes de feuilles. C'est absolument incroyable, on ne pourrait pas imaginer, quand on est en Europe, qu'un même genre puisse avoir des feuilles aussi variées. Comme le papillon femelle qui cherche à pondre, comme il se repère sur les formes de feuilles, eh bien, il ne retrouve plus les feuilles dont il a l'habitude. Et qui est-ce qui est dans l'embarras à ce moment-là? C'est le papillon, c'est Héliconus. Vous remarquez que c'est comme une espèce de ping-pong, hein. Chacun sort son armement et l'autre trouve la solution. Quelle est la solution? Eh bien, l'Héliconus, il apprend à mémoriser les formes de feuilles. C'est un papillon qui a été étudié en laboratoire et on sait très bien qu'il distingue sans difficulté un rond, un triangle, un carré, etc. Donc il a appris à mémoriser les formes de feuilles de passiflore, donc ça n'est plus un obstacle pour lui, il retrouve la plante qu'il cherche. Qui est dans l'embarras à ce moment-là? C'est évidemment la passiflore. Elle avait cru se cacher en se diversifiant, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette passiflore? Elle a recours à un truc incroyable. Elle se couvre de faux œufs d'Héliconus. Or, c'est important de savoir que dans le genre Héliconus, les grosses chenilles mangent les petites. Et donc, aucun Héliconus femelle gravide, cherchant à pondre, ne va s'installer si elle voit des œufs. Parce que ça veut dire que ces œufs étaient là avant les siens, et donc sa progéniture va se faire manger par les chenilles qui vont sortir de ces œufs. Elle ne se rend pas compte, évidemment, que c'est des faux œufs qui sont une réalisation de la plante. Une réalisation très étonnante, d'ailleurs, parce que non seulement c'est l'apparence extérieure des œufs de papillon, mais c'est aussi, dans une certaine mesure, la biochimie interne d'un œuf animal et pas du tout d'un œuf de plante. Donc à ce moment-là, c'est Héliconus qui est dans l'embarras. On en est là pour l'instant. On est un certain nombre dans le monde à attendre quelle va être la parade de Héliconus. Et on ne peut pas deviner, absolument certain qu'il va trouver la solution. Alors en quelques dizaines d'années, c'est ça qui est intéressant pour cette histoire de biodiversité, c'est qu'en quelques dizaines d'années, dans la durée de la vie d'un chercheur,
on a vu apparaître 45 espèces d'Heliconus et 150 espèces de passiflore. C'est vrai que si l'Heliconus devient tout d'un coup extrêmement beau, c'est plus la même espèce qu'au départ. Et si la passiflore change de forme de feuille, eh bien, elle change aussi d'espèce. Un mot encore sur ces contraintes biologiques. S'adapter à une contrainte biologique, ça diminue le niveau de la contrainte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette coévolution sous forme de... Les uns disent que ça fonctionne comme une usine d'armement en temps de guerre. Moi, je préfère dire que c'est comme une partie de ping-pong. S'adapter à la contrainte biologique, ça diminue la contrainte biologique. Et si la contrainte biologique augmente, la biodiversité augmente. Donc vous voyez que c'est totalement différent de ce que l'on attend dans le cas de contraintes physiques comme dans les forêts d'ici. La découverte de ce mécanisme, de ce lien, si vous voulez, entre latitude et biodiversité, c'est assez récent. Il a fallu attendre 1950, ce qui, dans le domaine de la recherche, n'est pas quelque chose de très vieux. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps? Parce que ce débat a été gêné par des ethnocentrismes. Attention aux ethnocentrismes, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour le raisonnement du chercheur. Le premier ethnocentrisme, ça a été une erreur sur la norme. Ils se sont trompés de norme. Il faut reconnaître que tous ceux qui ont travaillé le problème étaient des naturalistes des régions tempérées. Angleterre, France, etc. Et bien écoutez, Linné, Lamarck, Buffon, Darwin, Humboldt, Théodore Monod, Terborg, Wilson, etc. C'est tous des gens des régions tempérées. Et par conséquent, ils ont tous pensé que la norme en matière de biodiversité, c'était la biodiversité des régions tempérées où ils habitent. Du coup, la biodiversité tropicale qu'ils ont vue au cours de leur voyage, elle n'était plus la norme, elle était anormale pour eux. Et il fallait donc expliquer pourquoi la biodiversité tropicale était tellement supérieure à la norme tempérée. Ça, typiquement, c'est une question mal posée. Et quand une question comme ça est mal posée, aucun doute, on ne trouvera pas la solution. Un écologiste forestier que j'admire beaucoup, John Terborg, on lui a demandé pourquoi il y avait tant d'animaux dans les tropiques. Il a dit bah, c'est parce qu'il y a tellement de plantes. Alors on lui a dit mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de plantes? Et il a répondu bah, c'est parce qu'il y a tellement d'animaux. Vous voyez qu'on ne s'en sort pas. Ça ne peut pas marcher. Une question mal posée, les meilleurs esprits peuvent tourner autour pendant très longtemps. Il n'y a pas de solution. La solution, elle réside dans le fait de bien poser la question. Alors je voudrais introduire une petite métaphore pour faire comprendre comment ça se passe. Imaginez un paysage forestier en plaine, et de là il sort une montagne, une haute montagne, qui va jusqu'à plus d'arbres et de la glace et de la neige. Bon, un groupe humain habite en haut. Ils ont l'habitude de la glace et de la neige, c'est là qu'ils habitent, c'est leur habitat normal. De hardis explorateurs de ce groupe humain, ils descendent la montagne. Et ils se disent, mais c'est curieux, comment ça se fait qu'à mesure qu'on descend, on trouve de plus en plus de plantes et d'animaux? Eh bien voilà, la question est mal posée. C'est dans le sens inverse qu'il faut le poser. Pourquoi est-ce qu'en montant sur la montagne, il y a de moins en moins de plantes et d'animaux? Et là, ça devient très facile. Alors, c'est un peu douloureux, un changement de paradigme pour les biologistes. La norme biologique, la norme en matière de biodiversité sur notre planète, c'est pas la région tempérée, c'est l'équateur, c'est les régions tropicales, à peu près 15 degrés au nord de l'équateur et 15 degrés au sud. Alors la question devient beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que notre biodiversité européenne est inférieure à la norme tropicale? Et là, c'est tout à fait évident. Si vous quittez
les zones tropicales, soit pour aller vers le nord, soit pour aller vers le sud, vous allez trouver des saisons sèches de plus en plus longues et de plus en plus sèches, et en continuant votre route, vous allez trouver des hivers de plus en plus longs et de plus en plus froids, et puis finalement, passé le cercle polaire, il n'y a pratiquement plus de vie. Donc la diminution de la biodiversité, elle est extrêmement facile à comprendre. Il y a un deuxième ethnocentrisme sur lequel j'attire votre attention parce que j'en ai souffert moi-même en tant qu'étudiant. Les naturalistes de nos régions tempérées, les Européens ou les Américains, ils sont persuadés que l'évolution nécessite des contraintes physiques. Tout simplement parce que chez nous, ce sont les contraintes physiques qui règlent l'évolution. Alors, comme il n'y avait pas de contraintes physiques dans les régions tropicales, on a dit que c'était le marais évolutif. Le marais évolutif. On m'a enseigné ça à moi, à la Sorbonne, dans les années 50. Ils sont gonflés, parce que c'est exactement l'inverse. Mais vous voyez, il faut parfois plus d'un demi-siècle pour se débarrasser des ethnocentrismes. Alors la vision actuelle, elle est tout de même beaucoup plus équilibrée. C'est que dans un environnement tropical qui est en permanence chaud, humide et lumineux, l'évolution va beaucoup plus vite. Au moins 2 fois plus vite. Enfin, il faudrait voir selon les groupes, mais au moins 2 fois plus vite. Il s'ensuit quelque chose de très remarquable qui est presque du domaine du paradoxe. Vous êtes dans une forêt tropicale, humide, au niveau de l'équateur. Vous prenez un petit arbuste, n'importe lequel, au hasard. Eh bien, il y a toutes les chances pour que ça soit une espèce rare. On peut formuler ça de cette façon. Dans ces forêts, nous sommes environnés d'espèces rares et les espèces communes sont très peu fréquentes. C'est contre-intuitif. Ce qui est commun est rare, ce qui est rare est commun. Ça change tout. Bon, alors, il y a des quantités de choses qu'on trouve dans les forêts tropicales qu'on ne trouve pas ici. Des contreforts à la base des arbres, des plantes épiphytes, etc., etc. Mais je n'insiste pas sur ces détails. Parce qu'il y a aussi ce que nous avons ici et que les forêts tropicales n'ont pas. Et là, la réponse est immédiate. Ces forêts tropicales n'ont pas de saison. Elles n'ont pas de saison. Alors que les saisons dominent totalement l'écologie forestière, que ce soit les plantes ou les animaux, quand on est en Europe. Il n'y a pas de saison. Ça veut dire que ces forêts ne sont jamais défeuillées. Et donc elles sont sombres. Entre 5% de l'éclairement total, voire 1% dans les forêts les plus intactes. 1%, c'est-à-dire que vous avez l'impression de rentrer dans une cave. Ça ne dure pas, l'œil s'habitue très vite et on n'est pas du tout gêné par l'ombre. Mais par contre, vous comprenez qu'il y a très peu de plantes au sol, c'est trop sombre. Et le résultat, c'est que dans une forêt tropicale, vous pouvez courir. Une forêt tropicale primaire, attention, pas dégradée par l'être humain. On peut courir, on peut faire du vélo si on en a un. Et alors, il y a des petites traces de saison. Il y a la saison sèche qui correspond à notre hiver et la saison des pluies qui correspond à notre été. Mais c'est approximatif, c'est pas du tout à des dates fixes. Et il y a même des années où il n'y a pas de saison sèche ou pas de saison des pluies. Dans les forêts dont je vous parle, il y a un concept qui n'a aucun sens, alors qu'il nous est très important ici en Europe, c'est le concept d'année. L'année n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de signification. Alors, il y a une conséquence importante. Vous savez que les arbres d'ici, si on coupe le tronc à la base, on compte les années sans aucune espèce de flou ni d'ambiguïté. C'est un cerne par an. Eh bien, dans les forêts tropicales, vous coupez un arbre à la base, il a généralement des cernes, pas très visibles parfois, et parfois il faut une loupe pour les voir, mais enfin, généralement il y en a. Simplement, attention, ça ne représente pas une année. Nous avons des plantes comme l'arbre à caoutchouc amazonien, qui a un cerne tous les 42 jours, un peu plus d'un mois, vous voyez. Et à Sumatra, on a une
une famille importante, c'est les diptérocarpes, qui ont un cerne tous les 2 ans. Alors, si vous vous contentez de compter les cernes de ces arbres tropicaux, et si vous ne savez pas que ça ne représente pas l'année, vous avez évidemment une erreur énorme sur la tentative de connaître l'âge de ces arbres. Une chose aussi m'a beaucoup étonné, c'est que les arbres de la même espèce ne sont pas synchronisés. Ici, quand un cerisier fleurit, eh bien, vous pouvez être sûr que tous les cerisiers de la région, tout le Languedoc-Roussillon, sont fleuris. C'est synchronisé. Et par contre, s'il n'y a pas de saison, eh bien, il n'y a pas de synchronisation. Donc, dans la même espèce, vous trouvez à quelques distances l'un de l'autre un arbre défeuillé, un arbre qui est en train de mettre en place ses nouvelles feuilles, un arbre en fleurs, un arbre en fruits. Ça va plus loin que ça, parce que nous savons maintenant depuis longtemps que les très grands arbres ne sont pas des individus, mais des colonies d'arbres. C'est des arbres qui se poussent les uns sur les autres. Et du coup, il n'y a pas de synchronisation non plus à l'intérieur de cette colonie d'arbres. C'est un spectacle très étonnant. Lorsque vous êtes au sommet d'un grand arbre tropical, eh bien, vous avez une désynchronisation complète entre les branches de cet arbre. Vous avez une branche totalement en feuilles. Derrière vous, vous avez une branche qui est totalement défeuillée. À droite, vous avez une branche en fleurs. Et à gauche, vous avez une branche en fruits. Vous avez, si vous voulez, les 4 saisons européennes dans la cime d'un même arbre. Eh bien, ça, c'est tout à fait caractéristique de l'absence de saison. Il n'y a pas de synchronisateur saisonnier qui refasse partir la croissance des arbres tous en même temps. Encore autre chose, vous pouvez prendre n'importe quelle herbe que nous avons ici. Il est légitime de chercher ses ancêtres. Eh bien, les ancêtres des herbes que nous avons ici, ce sont des arbres tropicaux. Prenez l'ortie. On a 2 espèces d'ortie ici, une grande et une petite, peu importe. Dans les tropiques, les ancêtres sont des arbres. Cecropia, Musanga, Laportea, certains sont urticants comme les orties, d'autres pas, mais les ancêtres sont là. Prenez une pervenche ici, une petite liane à jolies fleurs bleues, mais qui a 1 mètre de haut. Les ancêtres sont les Jelutong de Malaisie, c'est des arbres où vous ne faites absolument pas le tour avec les bras, c'est des arbres de plus de 40 mètres de haut. Les violettes, c'est très étonnant de constater en Amazonie péruvienne qu'on trouve les ancêtres des violettes sous forme d'arbres, ce pas des gros arbres, mais c'est 25 ou 30 cm de diamètre de tronc, c'est tout de même des arbres. Bon, on pourrait prendre n'importe lesquels, les myosotis, les pâquerettes, les coquelicots, les gentianes, les cyclamènes. À chaque fois, nous avons ici des herbes, et dans les tropiques, on a les ancêtres arborescents. Ça tient tout simplement à ce que la période de végétation, comme disent nos jardiniers ici, elle est toute l'année dans les tropiques, tandis qu'ici, elle est très courte. Combien de temps pousse un arbre européen? Eh bien, c'est assez étonnant, il pousse 4 mois par an. Avril, mai, juin, juillet. À la fin juillet, nos arbres, je ne dis pas qu'ils sont inactifs, ils sont couverts de feuilles et ils continuent à pratiquer la photosynthèse, mais ils arrêtent de pousser. Par conséquent, ils ne poussent que 4 mois par an. Voilà, je crois qu'il faut se résoudre à l'idée que les sommets de la biodiversité mondiale, ils sont tous sous l'équateur, quel que soit le groupe animal ou végétal que vous étudiez. Il y a quelques exceptions. On a des groupes qui sont strictement liés aux régions tempérées, mais c'est tout à fait exceptionnel. Ici, par contre, on a comme un écho très assourdi de cette formidable biodiversité tropicale. Alors, à Montpellier, on ne peut pas dire qu'on soit mal loti, on est à 43 degrés, un petit peu en dessous de la moitié. 45, c'est la ville de Lyon. Et donc, on a une biodiversité qui est plutôt honnête pour l'Europe. On est dépassé par l'Espagne et par l'Italie, bien sûr, qui sont plus au sud. Je
Oui, vous parlez très longtemps de ces forêts, mais je pense qu'il vaut mieux maintenant procéder par question. Il y a Véro qui demande si les arbres tropicaux qu'on introduit en Europe se synchronisent avec les autres. Si les arbres tropicaux, redites-le-moi, si quoi? Ceux qui sont introduits en Europe se synchronisent. Ah non, alors c'est assez étonnant. Oui, il y en a qui se synchronisent. Par exemple, le jacaranda, je ne sais pas si votre correspondant connaît le jacaranda, un très bel arbre à fleurs bleues qu'on trouve parfois sur la Côte d'Azur. Lui, il fleurit au printemps, donc il s'est adapté. Mais vous prenez ce qu'on appelle le mimosa dans le Midi. Il est en fleurs en ce moment, donc en plein hiver. Voilà un arbre qui s'est laissé changer d'hémisphère, il vient d'Australie. Il s'est laissé changer d'hémisphère, il pousse bien, mais il a gardé son rythme originel. Donc il y a les deux situations. Merci beaucoup. Moi, j'ai peut-être une question. D'après ce que vous dites, j'ai l'impression de comprendre qu'en fait, c'est la météo qui influence beaucoup cette biodiversité et le fait que certaines espèces d'arbres, enfin, qu'il y ait plus d'espèces d'arbres dans les forêts tropicales que dans les forêts européennes. Oui, il y a un aspect météorologique, bien entendu, climatologique, je dirais plutôt. Mais il y a aussi un aspect historique. Les grands groupes animaux et végétaux sont nés sous l'équateur. Les paléobotanistes nous le confirment très régulièrement. Donc il y a un aspect historique, c'est né là, donc c'est normal qu'il y en ait plus à ce niveau-là. À partir de l'équateur, les groupes animaux et végétaux se sont aventurés vers les latitudes de plus en plus hautes, mais aucun n'a véritablement atteint le pôle, parce que là, au niveau des cercles polaires, l'écologie devient insupportable. D'accord, merci. Alors, il y a Caroline qui demande pourquoi on dit qu'une espèce qui change de feuille change d'espèce. Une espèce qui change de feuille, elle fait allusion au passiflore. Oui, je pense que c'est ça. Eh bien, si je pouvais vous montrer les formes foliaires de passiflore, c'est d'une telle variabilité qu'on ne peut pas imaginer de mettre tout ça dans la même espèce. D'ailleurs, ce sont bien des espèces différentes. Elles se fécondent au sein de la même espèce. Non, il n'y a aucun doute là-dessus, mais n'importe quelle espèce végétale, si vous trouvez des feuilles totalement différentes, vous conviendrez que c'est une autre espèce. Les mûriers, par exemple, ou les savonniers, enfin toutes les plantes qu'on a ici, si on change de forme de feuille, c'est qu'on a changé d'espèce. Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant, c'est un vrai plaisir de vous entendre. Je me demandais du coup si le fait qu'il y ait aussi moins d'espèces était lié au fait que on a beaucoup planté finalement nos forêts, et donc est-ce que c'est pas aussi une façon d'empêcher la biodiversité? Si, mais c'est pas la même échelle, hein. Avant même qu'on fasse des plantations, avant même que nos ancêtres européens aient défriché la forêt d'Europe, la biodiversité était beaucoup plus forte, c'est vrai. Mais d'avoir détruit la forêt, ça l'a diminué, et de replanter des arbres, ça ne l'augmente pas du tout. Attention si on plante des arbres, on ne fait pas une forêt, on fait une plantation. C'est complètement différent, parce que si l'on plante des arbres, on les plante, d'abord il n'y a qu'une seule espèce généralement, et puis on les plante tous en même temps, donc en plus ils ont le même âge. Oui. C'est vrai ce que je dis là, n'est-ce pas? C'est ce qu'on constate. Ajoutez à ça que si on fait une plantation, c'est qu'on a l'intention de l'exploiter. Par conséquent, quand les arbres seront devenus suffisamment gros pour être fournisseurs de bois et rentrer dans les scies, eh bien tout ça sera abattu et le bois va être exporté.
ce qui fait qu'on diminue la richesse en minéraux du sol et donc on appauvrit le sol. Si on se contente de faire une coupe à blanc et de recommencer la même espèce et d'abattre à nouveau 50 ans après, à chaque fois on détériore le sol. C'est la raison pour laquelle, quand on fait des plantations d'arbres, on est obligé de les traiter comme de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il faut mettre des engrais. Oui, et comme vous dites, c'est peut-être aussi le même problème qu'on a avec l'agriculture, c'est-à-dire des mêmes espèces et les sols appauvris. Est-ce que en ce moment, est-ce qu'on réfléchit pas justement un peu plus à planter des choses plus variées? Ça vient. On commence à observer des plantations avec plusieurs espèces, ce qui est un très net progrès, parce que si vous n'avez qu'une seule espèce, vous comprenez qu'il y a très peu de nourriture, enfin il y a tout un groupe animal qui va se satisfaire de ça, mais pas beaucoup. Si vous voulez avoir beaucoup d'animaux, il faut avoir plus de plantes. Oui, on commence à voir apparaître des améliorations dans ce domaine, mais c'est lent, et de toute façon, si on finit par exploiter ces arbres plantés, eh bien on appauvrit le sol. Bien sûr. Je vous permets de rappeler à tous ceux qui ont des questions que pour les poser à voix haute, il vaut mieux lever la main, sinon j'ai pas le temps de prendre les questions qui sont à l'écrit. Du coup, je vais pas prendre les questions dans l'ordre parce que je vais essayer d'enchaîner avec ce qui était en train d'être dit. Donc, Clotilde demandait, est-ce que dans votre projet de création de forêt primaire en Europe de l'Ouest, vous comptez planter des arbres, justement? Certainement pas. Planter des arbres, ça fait une plantation, ça ne fait pas une forêt. Non, il n'est pas question de planter quoi que ce soit, ni de retirer d'ailleurs quoi que ce soit. Et bien entendu, pas question de retirer les arbres qui tombent au sol. On a le plus grand besoin de bois mort, parce que c'est là qu'on trouve l'origine de la biodiversité pour quantité d'espèces d'insectes notamment. Il y avait aussi quelqu'un qui voulait revenir encore sur la notion de synchronisation, sur le mimosa, qui demandait si le mimosa fleurit toujours à la même période que les autres mimosas, et est-ce que ça veut dire que il est synchronisé? Mais non, il continue à être synchronisé avec les mimosas australiens, mais pas du tout avec nos arbres d'ici. Il n'y a pas d'arbres ici qui fleurissent en janvier et février. Or, je vois près de chez moi des mimosas, ce qu'on appelle mimosas, mais en réalité c'est le genre Acacia dealbata. Il y en a beaucoup à Montpellier en ce moment qui sont en fleurs. Non, c'est l'inverse d'une synchronisation. Il est totalement asynchrone par rapport à la flore locale du midi de la France. D'accord, je pense que c'est clair. En tout cas, moi, j'ai compris. Il y a Floriane et Grégory qui demandent s'il y a plus de contraintes physiques en Afrique du Nord qu'en Europe avec la sécheresse. Ah, c'est certain que s'il y a plus de sécheresse, ça fait une contrainte physique qui augmente. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si une contrainte physique augmente, ça fait diminuer la biodiversité. C'est vrai qu'en Algérie, enfin dans le sud algérien, c'est clair qu'il y a tellement peu d'eau qu'en fait vous tombez dans le Sahara. Et là, c'est pas très. C'est d'un extrême intérêt la flore du Sahara, mais on ne peut pas dire qu'elle soit énorme. Est-ce que la photosynthèse est plus performante dans les forêts tropicales? Ah, ça, c'est un problème très intéressant. Elle est beaucoup plus performante en haut des arbres qu'en bas. Ça se comprend bien, puisque le haut des arbres est beaucoup plus éclairé que le bas. Le bas, comme je vous l'ai dit, c'est 5% de l'éclairement total. Donc, on ne peut pas imaginer une photosynthèse très active dans la pénombre. Par contre, en haut, vous avez 100% de l'éclairement. Et il n'y a pas d'ombre. Donc, c'est... Oui, donc effectivement, la fixation de carbone, elle est bien plus intense dans les forêts tropicales que dans les forêts tempérées.
c'est traduit par le fait que les arbres sont plus grands et plus gros. Encore une fois, je le répète, les plus grands arbres ne sont pas des forêts tropicales. Anna demande si les œufs imités par la passiflore sont des excroissances de la feuille ou plutôt des sécrétions de la plante. Ce n'est pas des sécrétions, non, non, c'est des organisations cellulaires de la taille d'un œuf de papillon. Voilà, c'est posé sur la feuille comme si le papillon femelle avait posé des œufs sur la feuille. Ça a été publié, hein, tout ça, c'est facile de le trouver. Chantal nous dit « Il semblerait qu'un certain nombre de plantes de pays tempérés aient leur origine sous les tropiques. » Leur origine, c'est-à-dire leurs ancêtres. Je pense. Eh bien, c'est comme je l'ai expliqué, les plantes sont herbacées ici, ce sont des herbes ici, et les ancêtres sont des arbres tropicaux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'elle voulait dire. Si elle précise plus tard, je vous dirai. En attendant, Bastien dit « Vous disiez que les arbres sont bien plus nombreux en nombre d'espèces dans les forêts tropicales. Qu'en est-il si on compare au nombre d'espèces herbacées hors des tropiques ?» Ah ben dans les forêts tropicales, il y a très peu d'herbes. Il y en a. On a un scientifique assez connu qui s'appelle Patrick Blanc, qui a étudié de près les herbes des sous-bois tropicaux. C'était des adaptations passionnantes parce qu'elles vivent dans une sorte de pénombre, mais c'est très peu d'espèces en réalité. Et donc du coup, c'est pas mal d'individus. Voilà, il y a des herbes, mais si on veut vraiment voir proliférer le type biologique herbe, c'est pas sous l'équateur, c'est ici, dans nos prairies, mais au printemps. Voilà. D'accord. Ça répond à la question, ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Si précision, je vous invite à lever la main pour renchérir. Est-ce que la tempête de 1998 en France, avec tous les arbres abattus, a permis d'augmenter la biodiversité? Sans aucun doute, là où on a laissé les arbres tomber, pourrir au sol. Ça, c'est vraiment une source de biodiversité qui est maintenant bien caractérisée, bien connue. Un bois mort qui pourrit au sol, c'est le meilleur moyen d'avoir beaucoup de biodiversité, dans le domaine des insectes. Mais ça permet après d'augmenter la biodiversité des oiseaux, par exemple. Oui, alors la tempête de 99, si je ne me trompe pas, elle a sûrement augmenté un peu la biodiversité. Mais je crois que dans la plupart des cas, on a récupéré le bois mort. Donc, ça ne marche pas. Ça n'est vrai que si on laisse le bois pourrir au sol. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que l'arrivée importante d'espèces végétales invasives est une contrainte ou une chance pour notre biodiversité européenne? C'est un problème curieux et important, ça. Je travaille souvent avec des pépiniéristes qui fournissent les gens qui veulent planter des arbres. Et beaucoup me disent, nous tenons à nous limiter très étroitement à des arbres indigènes, des arbres d'ici, des arbres bien de chez nous. Mais je leur dis, réfléchissez un instant, c'est quoi un arbre indigène? Qu'est-ce qui serait indigène à Montpellier, par exemple? Je crois qu'il n'y en a pas. C'est des arbres qui sont venus d'ailleurs. Simplement, ça s'est passé à une époque suffisamment reculée pour que leur caractère exotique soit oublié. À ce moment-là, on dit que c'est une espèce d'ici. Prenez le figuier, par exemple, qui est presque un symbole méditerranéen. Il est forcément venu des tropiques parce que le genre Ficus,
c'est plusieurs centaines d'espèces dans les tropiques et une ici. Il est facile de voir qu'elle est venue des tropiques. Mais comme ça s'est passé à une époque suffisamment ancienne, ben c'est devenu notre figuier méditerranéen. Voilà. Et les autres arbres, c'est pareil. Merci beaucoup. Il y a une personne qui revient encore sur la notion de synchronisation et qui demande si l'arbousier, on peut dire qu'il n'est pas synchronisé. Mais si, il est synchronisé. Et ce qui se passe avec l'arbousier, c'est que la durée de maturation du fruit, ça fait 1 an. Donc, quand le fruit est mûr, la plante est à nouveau en fleur. Bon, il y a des arbres comme ça. Dans la famille des éricacées, moi, ça ne m'étonne pas parce que les éricacées tropicales, elles font ça. Elles fleurissent au moment où les fruits sont en train d'être mûrs. Ça, c'est une caractéristique de la famille, c'est tout. Je vais peut-être donner la parole aux personnes qui lèvent la main depuis longtemps et après je reprendrai à lire les questions dans le chat. Du coup, si vous voulez parler, Bastien, allez-y. En plus, on avait déjà commencé à parler de votre question. Bonsoir, du coup, c'est pas Bastien. Enfin, Bastien, il va reprendre après pour compléter ses propos. Du coup, je m'appelle Eva et merci pour votre discours très intéressant. Mais pour rebondir un peu par rapport aux espèces invasives, du coup, est-ce que si... Enfin, vous avez dit déjà que donc il y a une biodiversité très importante dans les forêts tropicales, mais est-ce que du coup c'est pas lié au fait que les invasives ne sont pas une problématique dans ces milieux naturels, ou c'est pas du tout une variable? J'ai pas répondu à la totalité de la question. Les invasifs, quand il y en a trop, c'est une énorme contrainte. Oui, ça c'est vrai, puisque ça peut débarrasser le terrain de toutes les autres espèces. S'il y a une véritable pullulement d'une espèce invasive, ben, il n'y a plus de place pour le reste. Et souvent, les invasives, elles sont exotiques, elles viennent de l'étranger, et si elles sont invasives, c'est qu'elles n'ont pas leurs prédateurs et leurs parasites avec elles. Le fait d'avoir été exportées vers un autre pays les débarrasse de leurs prédateurs. Alors effectivement, ça peut être considéré comme une contrainte très forte. Merci. Du coup, je reprends la lecture des questions dans le chat. Clotilde demande: que pensez-vous de l'introduction d'essences d'arbres pour lutter contre les effets du changement climatique dans nos régions? Elle fait allusion à quoi? Quelle serait une nouvelle essence d'arbre qu'on planterait en vue du réchauffement? Ça serait quoi, par exemple? Bonsoir. Ce serait par exemple des pins d'Alep qu'on va planter dans des régions montagnardes ou près, enfin juste avant la montagne, parce que c'est des arbres qui résistent plus à la sécheresse, au manque d'eau, ce genre de choses. D'accord, je suis avec intérêt ces tentatives de faire pousser les arbres plus au nord dans la perspective d'un réchauffement. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les forestiers qui font ça, ils ne sont pas au courant d'une découverte génétique qui me paraît importante, c'est que dans un vieil arbre, il y a plusieurs génomes. Ça nous change complètement de ce qu'on a ici. Enfin, l'être humain n'a qu'un génome. Chacun d'entre nous a le sien, mais chaque être humain a son propre génome dans toutes ses cellules. Chez les arbres, ce n'est pas pareil. Vous avez des branches avec un génome et d'autres avec un autre génome. Si le climat change, l'arbre est capable de changer de génome. C'est-à-dire qu'il va mettre en sourdine le génome qui est en place actuellement, puisqu'il ne convient plus avec le nouveau climat, et il va mettre en avant un nouveau génome qui est mieux adapté au climat nouveau. Ce qui est très étonnant, c'est que cette diversité, elle
elle préexiste au changement climatique et elle est déjà dans la structure de l'arbre. On a maintenant d'assez nombreuses publications sur ce polymorphisme génomique des arbres, et c'est vrai à toutes les latitudes, depuis le Canada jusqu'au Gabon, on a des arbres à plusieurs génomes. Alors je crois que on se fait peut-être trop de soucis pour les arbres, parce que comme ils ont plusieurs génomes, ils sont capables de s'adapter. Ajoutez à ça que les arbres vivent parfois très très vieux. On a des arbres qui sont pratiquement immortels. Pour des arbres comme ça, un changement climatique, c'est de la routine. Ils en ont connu plusieurs. Et s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont trouvé la solution. Moi, je me fais plus de soucis pour l'être humain que pour les arbres dans cette histoire de changement climatique. Parce que les arbres ont une expérience de très longue durée que nous n'avons pas. Alain Lapierre demande si l'on voulait quand même planter une forêt, est-ce que vous conseilleriez de développer la rareté et l'éclectisme? Et il dit qu'il pense à Sebastião Salgado au Brésil. Ah, d'accord, oui. Alors je vois très bien à quoi il fait allusion, mais je regrette beaucoup, j'ai vu le film de Salgado. L'ennui, c'est qu'il ne nous montre pas sa forêt, on la voit de loin. Moi, j'aurais aimé qu'il nous la montre. Et j'aurais aimé comprendre si c'était beaucoup d'espèces ou une seule. Voilà, je n'ai pas d'informations là-dessus. Planter une forêt, celui qui pose la question, est-ce qu'il a l'intention de le faire réellement? Ou c'est une question un peu théorique? Alors, en fait, on pense aussi au livre de Giorgio, L'homme qui plantait des arbres, et cette volonté en fait d'agir aussi sur l'environnement comme on peut. Et effectivement, l'exemple de Salgado qui a quand même replanté 600 hectares avec sa femme de cet espace qui avait été complètement désertifié, c'est un exemple qui est très touchant et en même temps très engagé, très investi. Et c'est vrai qu'on se demande comment on peut, quand on vous écoute, effectivement, les plantations, ça reste une plantation, mais quitte à planter des arbres, autant essayer de cultiver cette rareté dont vous parlez. Et est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour… Sans aucun doute, sans aucun doute. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans le monde tropical de très nombreuses tentatives de refaire des forêts. Et ça marche bien. Et ça marche avec une rapidité qu'on n'attendait pas du tout. Un groupe anglais dans le nord de la Thaïlande, par exemple, ils ont refait une forêt et ils ne sont pas partis de graines, ils sont partis de boutures. Ils sont partis de boutures, mais ça pousse très très vite les boutures. On n'a pas besoin de les arroser parce que l'eau est déjà dans la bouture. On n'a pas besoin de dégager les mauvaises herbes parce que la bouture, elle est 1 mètre au-dessus des mauvaises herbes. Donc ça marche très bien. Et au bout de quelques années, les boutures ne vont pas donner des beaux arbres, ça c'est sûr. Mais au bout de quelques années, il y a une ambiance forestière qui s'installe et les autres arbres arrivent par leurs propres moyens, que ce soit par le vent ou dans les excréments des oiseaux. En tout cas, très rapidement, on refait une forêt. Et des exemples comme ça, je peux vous en trouver beaucoup. En Afrique, en Amérique, en Asie et en Mélanésie. Donc c'est une chose qu'on devrait faire. Hélas, pour l'instant, nos politiciens, ils observent la déforestation tropicale, mais il n'y a pas de réaction. Merci beaucoup. Je vais continuer à prendre les questions dans le chat, du coup. Question épineuse, nous dit Ludovic. Comment feriez-vous pour convaincre des propriétaires de ne pas exploiter leur bois forêt? S'agit-il de propriétaires ici en France? Oui, c'est ça en fait. C'est que je travaille dans le cadre de la création d'une réserve naturelle régionale sur des vieilles forêts de chênes en Alpes-de-Provence. Et j'ai dû discuter avec le conseil municipal et voilà, et je sens bien que le fait de vendre son bois, c'est forcément bien plus intéressant que de juste le protéger. Et c'est dur de défendre l'argument écologique contre l'économique, quoi, des fois. Même tout le temps, en fait. Ça peut vous intéresser de savoir qu'il vient de se créer un collectif
qui s'appelle Libre Évolution. Des gens très actifs. Moi, je suis invité tout le temps à leurs réunions visio et ça, c'est ça en fait, c'est la libre évolution. Il suffit de laisser la forêt en libre évolution, c'est-à-dire pas y toucher. Je ne crois pas que ça soit mal vu par beaucoup de propriétaires. Il me semble qu'il y a des propriétaires qui... Enfin, moi, j'ai un projet de forêt primaire et je vois qu'il y a des propriétaires qui se disent c'est beaucoup plus intéressant de laisser ma parcelle devenir une forêt primaire que de l'exploiter sans trop savoir ce qu'il faut couper et quel effet ça va avoir à long terme. Non, je crois qu'il vaut mieux une forêt primaire qu'une forêt mal exploitée. Ça marche, merci. Je regarderai du coup le collectif. Merci. Libre évolution, oui. J'ai encore 2 questions dans le chat. Donc la première nous dit être un peu hors sujet. On va voir, on n'a pas abordé ce point encore. Donc elle dit, j'ai lu des livres qui parlent d'un système de communication entre des arbres, network des racines, et certains scientifiques disent même que les plantes savent stocker et traiter des informations, et donc elles réfléchissent. Et elle demande du coup si vous pouvez nous en dire un peu sur ce sujet. C'est un sujet absolument fascinant et tout à fait d'actualité. Ça m'embête d'en parler à la légère. Je serais très heureux de faire une conférence là-dessus. L'intelligence des plantes. C'est un domaine qui se développe magnifiquement. Et moi, j'ai mis longtemps à accepter le terme d'intelligence, tout simplement parce que quand je cherchais la signification du terme d'intelligence dans un bon dictionnaire, je voyais bien que c'était réservé à l'être humain. Donc je me suis dit, donc les plantes ne peuvent pas être intelligentes. Et j'ai un collègue canadien qui m'a dit, attention, c'est un être humain qui a écrit la définition dans le dictionnaire, donc le gars, il est jugé parti. C'est très dangereux. Et donc, on a réécrit une définition de l'intelligence. Je serais enchanté de venir vous en parler un soir, mais le faire comme ça rapidement, non, ça ne me convient pas. C'est beaucoup trop intéressant. D'accord. Je pense qu'on pourrait s'organiser pour refaire une conférence alors. Il y a Martine, je ne sais pas. Oui, Martine nous donnera son avis. On peut prendre peut-être la dernière question. C'est Laetitia qui demande s'il y a un réchauffement climatique de 2 degrés, cette zone tropicale restera-t-elle une zone de biodiversité? Alors, je vais vous dire une chose qui me surprend chaque fois que j'y vais. Si on veut toucher du doigt le réchauffement climatique, il faut aller dans les zones proches des pôles. Tous les ministres de l'environnement se succèdent au Groenland ou dans les glaciers à proximité des pôles. Là, vous voyez le glacier qui recule, donc le réchauffement, il est évident. Bon, mettons-nous à mi-route, c'est-à-dire, par exemple, ici, 45-43 degrés, le réchauffement climatique, il est évident, mais à condition de s'y intéresser et d'observer. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Alors, allons encore plus bas, au niveau de l'équateur, là, je ne vois aucune transformation. Et quand j'en parle aux gens qui habitent là-bas, ça ne leur dit rien du tout. Le changement climatique, ça ne les concerne pas, ils n'en parlent pas, et donc ce n'est pas un problème à ces latitudes-là. Il doit y avoir une explication climatologique, mais je ne la connais pas. En tout cas, c'est très différent selon la latitude. Donc, pas de souci pour les régions tropicales. Si nous prenons 2 degrés ici, elles n'en prendront, à mon avis, pas du tout. Merci, c'était la dernière question, je pense. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont l'air emballés par l'idée de faire une conférence sur l'intelligence des plantes. Donc, à voir peut-être. Si Martine, tu veux prendre la parole, je ne sais pas si elle est toujours là, Martine. Oui, je suis toujours là. Moi aussi, cette idée me dit bien. Bon, le souci, c'est que jusqu'au mois de juin, là, les conférences sont programmées.
Donc, je pense que ça serait possible à la rentrée septembre, octobre, par là, si ça vous va, voilà. Très bien. Il y a juste enfin, j'aurais besoin d'images. Donc, c'est possible. Oui, sans aucun doute. Mais enfin, je ne sais pas comment faire ça. J'aurais un PowerPoint avec des dessins et des photos. Voilà. On peut très bien le partager à l'écran. Ouais, on vous... Faut expliquer comment on fait alors. On vous expliquera ça. Mais sinon, septembre-octobre, ça me convient tout à fait. Bien, donc c'est noté.